Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'accueillir donc Pierre Derez, qui est ancien triathlète de haut niveau, qui est passionné par le CrossFit et qui aujourd'hui a une marque qui accompagne donc les triathlètes dans leur sport et aussi donc une marque dans le CrossFit. Une marque créée très récemment. Ouais, Zeta. Très récemment. Bienvenue Pierre dans ce podcast qu'on a nommé Attitude. Le but de ce podcast c'est de partager la vie d'entrepreneurs, de gens qui entreprennent dans le sport, des gens qui ont entrepris aussi dans une entreprise. Voilà. Je pense moi et Jérémy, on rencontre dans notre quotidien pas mal de chefs d'entreprise on trouvait intéressant de pouvoir partager leur parcours à travers ce podcast, que ce soit en audio ou en vidéo. Vous pourrez trouver ce podcast sur pas mal de plateformes. Voilà le but d'Attitude, et on trouvait que ton parcours était très Attitude. Merci de m'inviter et merci à toutes les personnes présentes. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde et ça me fait très plaisir que vous m'accordiez du temps de votre week-end. Donc je vais essayer de vous donner un max de mon temps et de vous donner un max d'informations, de partage par rapport à mon parcours, en espérant que ça puisse servir dans le vôtre. Tu peux te présenter, Pierre, du coup ? Pierre, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis né en 1981, donc je viens d'une autre époque où il n'y avait pas Internet, ni les réseaux sociaux. Et ça a son importance dans mon parcours et par rapport à la personne que je suis, ma personnalité. J'ai eu la chance déjà d'être issu d'une famille avec un papa très sportif, donc d'avoir connu le goût du sport et les valeurs du sport très très jeune. Et j'ai eu une chance inouïe en fait de me découvrir cette passion pour le sport très jeune. Et ça a été le fil conducteur de toute ma vie depuis tout petit. Et voilà, pour faire simple. Est-ce que tu es fier de ton parcours ? Non, je ne suis pas fier de mon parcours, mais quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai pas trop de regrets dans tout ce que j'ai fait. Je me dis que c'est pas trop mal, que j'aurais pu faire mieux ou différemment parfois, mais globalement, je suis en paix avec moi-même, on va dire ça comme ça. Comment t'étais quand t'étais petit ? Petit, je pense que j'étais une personne très curieuse. J'ai une éducation, on va dire, avec peut-être un père un peu strict ou très exigeant. Et je pense que ça n'a pas été un modèle, mais en tout cas, je me suis toujours dit, j'ai toujours été impressionné par mon père. De tout ce qu'il faisait, c'est quelqu'un à mes yeux qui est très intelligent et très travailleur. Et en fait, depuis tout petit, il m'a, sans vraiment le vouloir, mais il m'a donné ce goût de l'exigence et du travail. Je le voyais tous les soirs, il bossait après le repas, le week-end il bossait tout le temps. Parfois le week-end il nous amenait à l'usine. Et en fait, tout jeune, je me souviens, je lisais ces magazines, donc je lisais l'usine, j'avais 10 ans. Je lisais l'usine nouvelle, les articles qui étaient intelligibles pour moi. Et je le voyais faire et en même temps, je me souviens quand, peut-être vers 10-12 ans, je me suis dit, plus tard, je vais créer ma société, je vais recruter mon père parce qu'il est bon, puis après, je vais le virer. Parce que c'était pour moi, je me suis dit, c'était pour renverser l'autorité parentale en fait. Et je me suis dit, j'ai créé un truc, je le recrute, je le vire. Et j'ai pas réussi ce rêve-là, mais on sait jamais, peut-être ça se passera. Mais en tout cas, il m'a donné le goût de me dépasser et de faire les choses pas à 100%, mais à 300%. Donc voilà, et Qu'est-ce qu'il pense de ton parcours aujourd'hui ? je sais pas trop, parce qu'on n'est pas trop proche, mais je pense quand même qu'il est fier. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui m'a guidé,
Mais je sais que si j'avais besoin d'un conseil, et surtout dans les premières années de mes projets de création d'entreprise, ouais, c'est quand même quelqu'un où je lui demandais régulièrement son avis. Parce qu'il a fait 10 fois mieux que ce que moi j'ai fait avec mon frère. Très important, j'ai créé la société avec mon plus jeune frère Frédéric. Et c'est en tout cas mon père, je l'ai régulièrement consulté parce qu'il a une grande expérience. Et aujourd'hui, je pense, j'ai pas de conseils à donner parce que je m'estime pas en position de donner des conseils. Mais si j'en avais un, ce serait de partager un maximum avec des gens qui ont déjà fait dans le passé, parce on a beaucoup à apprendre des autres. Et en partageant votre parcours, vous pourrez énormément apprendre d'autres personnes, éviter de reproduire des erreurs. Et voilà, souvent on écoute les gens, on se dit ah ouais, ils donnent des bons conseils, et puis en fait on n'applique jamais. Franchement, il faut écouter et il faut appliquer. Si j'avais un conseil, ce serait celui-ci. C'est très vrai. C'est très vrai. Toi, quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait des personnes qui t'inspiraient, des sportifs, des personnes autres que ton père du coup? Alors moi j'ai fait du basket quand j'étais jeune, donc ouais, clairement Michael Jordan. Après, comme je disais, c'était quand même une autre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on n'était pas imprégné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des gens qu'on peut voir là maintenant sur les réseaux sociaux. Donc comment ça se traduit? Ça se traduit qu'on achète des magazines, donc c'est des mensuels. On peut aller louer des cassettes VHS. Ça se joue dans un magnétoscope et vous regardez et c'est des gens qui vous inspirent. Mais il n'y a pas cette omniprésence qu'il peut y avoir là maintenant sur les réseaux sociaux avec des gars, David Goggins, matin, midi et soir, bam. Donc c'est plus distant et j'avais pas forcément de rôle modèle j'étais pas particulièrement impressionné par une personne que j'idolâtrais. Et après, peut-être plus tard, toujours dans le basket, Kobe Bryant, parce qu'il représente justement ces valeurs de travail, d'exigence extrême, de jamais être satisfait de ce qu'il réalise. Donc voilà, si j'avais 2 sportifs à citer, ce serait Michael Jordan, Kobe Bryant. T'avais un poster? J'avais un poster, plusieurs posters. Michael Jordan, avec la langue tirée, c'est sûr. Non, mais on parle du poster. Quand on a préparé ce podcast, il y a des gens à peu près toutes les générations dans le staff. Et pour eux, le poster, c'est pas quelque chose pour eux, il y en a plein qui n'ont pas de poster dans leur chambre aujourd'hui. Alors que chez nous, à notre époque, c'était évident. Ouais, c'était tapissé. C'est ça. Donc, je trouve que c'est. On voulait te poser cette question, qui t'avais en poster dans ta chambre? Là, le poster, maintenant, c'est devenu le fond d'écran. Ouais. Donc, voilà, c'est générationnel. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est à ce moment-là que le sport est rentré dans ta vie ou pas? Ouais, donc moi, papa sportif, j'ai découvert le sport tout jeune. J'ai commencé le judo, je crois que j'avais 4 ans. J'ai fait du basket. J'ai fait du tennis et c'est vrai que dans le basket, le basket m'a en quelque sorte écœuré des sports collectifs parce que je voyais que quand on perdait les matchs, moi j'avais la rage et je voulais aller tout de suite m'entraîner et je voyais que mes autres collègues ils pensaient qu'à leur crêpe au Nutella d'après le match et je sentais le décalage en fait et de là, je me suis dit, non, il ne faut pas que je fasse des sports collectifs parce qu'il faut que je compte que sur moi. Et quand je suis arrivé au collège, j'ai vu que la star du collège, c'était celui qui gagnait le cross. Je me suis dit, Pierre, il faut que tu gagnes le cross du collège. Et, mais je ne courais pas à l'époque. Et donc, pareil, je retourne à la bibliothèque, j'emprunte un livre sur la course à pied. J'essaie de me renseigner, je m'auto-entraîne. Donc là, j'avais 12 ans. Et c'était toujours les footballeurs qui gagnaient le cross du collège. Et du coup, ça a été un peu ma motivation d'essayer de courir bien. Et en même temps, je passais beaucoup de temps au centre aéré parce que mes parents sont séparés. Et toutes les vacances, on allait pas en colonie de vacances, mais toute la semaine, il y avait des camps multisports.
Et moi, mes moniteurs favoris faisaient du VTT. Donc, je sais pas, j'avais envie de leur ressembler. Et j'avais économisé parce que je voulais m'acheter une mobilette pour mes 14 ans. Et quand j'ai eu mes 14 ans, au final, j'ai acheté un VTT pour aller avec mes moniteurs favoris rouler. Et sur un camp d'été, je tombe sur un moniteur à nouveau qui faisait du triathlon. Et il m'a dit « Pierre, tu cours, tu roules, faut absolument que tu essayes le triathlon. » Donc pareil, je me renseigne sur les triathlons UNSS qu'il y avait. Il y en avait un pas très loin de chez moi. Je m'inscris, j'essaie de m'entraîner tout seul comme je peux. Et là, j'arrive sur mon premier triathlon. Je vois des mecs bronzés, musclés, des super vélos. Il y a des roues en carbone 3 bâtons. Ça y est, les dernières Oakley, dernières Nike. Je me suis dit, ça a l'air extra comme sport. Et c'est vrai que dans le triathlon, il y a un petit peu ce côté frime. Mais dès qu'on casse cette première barrière, c'est des gens ultra ouverts, des gens qui ont envie de partager. Et là, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour le triathlon. Et je me suis dit, il faut que je sois bon dans ça. Donc c'est une personne qui t'inspire, enfin qui t'en a parlé. Et... Ouais, j'ai envie de dire une multitude de personnes dans mon parcours. Et ouais, c'est là où je suis tombé fou amoureux du triathlon. Fou amoureux au point de finir en équipe de France. Ouais. Ouais. Mais ça m'a pris du temps. Parce que moi, quand j'ai commencé à courir, j'étais un athlète lambda. Je me souviens, j'étais allé voir il y avait un gars qui coachait un groupe d'athlètes sur Valence, donc des demi-fondeurs. Et j'étais allé le voir et je lui ai dit « Ouais, j'aimerais bien intégrer votre groupe d'entraînement, je veux être bon. » Il m'avait demandé un petit peu mes perfs et tout. Puis au final, il ne m'avait pas intégré dans son groupe. Genre, j'étais pas assez bon. Et bon, c'est pas grave, je me suis entraîné de mon côté. Je suis allé pareil voir le club de natation. Et c'était un club où il n'y avait que des nageurs. Et en plus, moi, dans ma classe, là en fait, on est dans mes années lycée. J'étais tombé dans la classe, c'était pas une classe sportive de haut niveau, mais ils avaient mis tous les nageurs dans la même classe. Et le coach, il venait nous chercher entre midi et 2 et tout. Bon, donc bref, je vais voir ce coach et je dis, ouais, voilà, je me suis mis au triathlon, je veux progresser. Mon point faible, c'est la natation. Est-ce que vous seriez OK pour que j'intègre votre groupe ? Et au début, il m'a dit... Ouais, je vais te mettre avec les filles. Donc, j'étais pas assez bon pour être dans le groupe des gars. Donc, j'étais avec les filles et je m'entraînais avec les filles. Et un jour, à la fin de l'entraînement, il m'a dit « Pierre, demain, tu passes dans la ligne d'eau d'à côté avec les garçons. » Là, je me suis dit « Yes !» Ça a été un check. Ouais, c'était un point d'étape. Moi, je me suis jamais dit... Quand j'ai commencé le triathlon, je me suis jamais dit « Ouais, je vais être en équipe de France ». Je me suis juste dit une chose, je veux être bon dans ce que je fais. Et pour être bon dans ce que je fais, faut que je me donne à 300%. Et c'est un peu moi, c'est un peu mon truc. C'est si je fais quelque chose, je vais le faire à 300%. Là, quand vous m'avez dit « Ouais, tu vas venir dans le podcast », j'en ai fait d'autres. Et je me suis dit « Ouais, ce podcast, ça doit être mon meilleur ». À chaque fois, je vais essayer de toujours donner plus, faire mieux. Et c'est ça qui m'a guidé après et qui m'a ouvert les portes de l'équipe de France. Et d'ailleurs, j'ai amené un truc trop cool, justement. Parce que ça, c'est quand même un sacré moment dans la vie d'un sportif. Tu t'entraînes. Et là, quand tu arrives et tu es sélectionné pour ton équipe de France et tu reçois ça, c'est vraiment un truc, même là, tu vois, rien que d'en parler, je ressens les émotions. Tu te dis, ok, j'ai fait un truc bien, parce que j'ai eu ça. Et c'est vraiment un feeling impressionnant, parce que ça concrétise en fait des années de travail. C'est pas 1 an ou 2 ans. C'est pour moi, quand j'arrive en équipe de France, 1999, ouais, ça fait déjà 4-5 ans que je fais du triathlon, mais ça fait déjà 8 ans que je cours. Donc c'est un truc où c'est cool et tu es extrêmement fier de recevoir ça, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi encore un check. Hein. C'est ce que tu dis, la tenue, quand tu la reçois et que tu te dis, ça retrace. Je pense qu'à ce moment-là, quand tu l'as eu dans les mains, tu t'es retracé tout le périple.
Et finalement, ça matérialise un peu les efforts. Ouais, c'est exactement ça. Ça matérialise en fait des années d'efforts. Et après, c'est presque aussi un piège parce que quand tu arrives la première année, tu es sélectionné, donc moi c'était un championnat d'Europe, et tu te dis presque, c'est le piège de beaucoup d'athlètes qui arrivent la première équipe de France, tu dis ouais ça y est j'ai mon survêt ou j'ai ma tenue équipe de France. En fait, tu oublies qu'à la base, tu es venu pour performer, quoi. Tu viens pas pour le t-shirt, tu viens normalement pour tout cartonner au championnat d'Europe ou au championnat du monde ou sur ta sélection nationale. Et ça, c'est vrai que je me souviens la première fois, je me suis dit ça, et l'année d'après, je me suis dit, ça c'est un détail maintenant. C'est juste la tenue de course, et là, tu es là pour performer. Ouais, c'est une étape, c'est ça. Non, mais tu vois, ce que Pierre dit, ça me parle beaucoup, parce que une fois que tu as le maillot, une fois que tu as reçu la tenue, une fois que tu es dans l'équipe, bah faut y rester. Ah, c'est clair. Et d'y rester, c'est parfois, c'est dur, quoi. Et j'ai vu une interview de Teddy Riner qui disait ça, qui disait que pour lui, d'être numéro 1 pendant je sais pas combien d'années, ça a été un poids. Et qu'il était presque limite content d'avoir perdu un de ses combats et de se dire, putain, enfin ce poids s'enlève et ça me redonne encore un challenge parce qu'il avait perdu un peu ce goût-là. Donc, une fois que tu as à ce niveau, nous on l'a vu dans notre quand on a eu les clubs ou quand qu'on a passé certaines étapes dans notre entrepreneuriat, tout le monde était content autour de nous. Ah, check, on a réussi à faire ça. Ou on a réussi à ouvrir ce centre de formation. Ouais, c'est cool, on a eu les autorisations. Bon, bah maintenant, il faut le remplir. Et finalement, c'est ça le plus grand challenge. Donc, je comprends. Je fais le parallèle entre ce que tu dis par rapport à tes tenues et nous, ce qu'on a pu vivre. Surtout l'entrepreneuriat. Je pense que dans tout entrepreneuriat, c'est toujours les mêmes steps. C'est exactement ça. Ouais, je pense que pour moi, un entrepreneur, un sportif de haut niveau, c'est le même cerveau. C'est exactement, ils sont câblés de la même façon. Je pense qu'on aura tout le podcast pour revenir sur plein de points de détail sur ça. Mais c'est toujours une étape quand on est champion d'Europe. Après, on veut être champion du monde. Quand on est champion du monde, on veut être champion olympique. Et si on a ce mindset, par exemple, à Michael Phelps, on se dit, ouais, ok, j'ai gagné 5 médailles d'or sur mes premiers Jeux olympiques. Dans 4 ans, je suis encore là, j'en regagne 5. Et après, en fait, on se dit, ouais, je veux devenir une légende vivante. Et dans 100 ans, on parlera encore de Michael Phelps. C'est sûr, c'est pour moi, peut-être Michael Phelps, le sportif là, maintenant, qui m'impressionne le plus par sa carrière. Une constance, une rigueur, une capacité de travail phénoménale et des accomplissements, je pense, qui ne sont jamais égalés à nouveau. Et c'est ça, voilà, on ouvre un nouveau centre de formation, il faut le remplir, après on peut en ouvrir un autre, etc. etc. Et en fait, c'est quelque chose presque qui s'arrête jamais. Alors dans le sport, il y a bien sûr un moment, avec l'âge, il y a le déclin quand même du niveau sportif, donc forcément ça s'arrête. Alors que dans l'entrepreneuriat, justement, c'est quand même quelque chose qui peut se dérouler sur des périodes longues. Là, une carrière de sportif de haut niveau, niveau olympique, c'est des gens qui construisent une carrière, on va dire, sur en général 24 ans. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est infini. Warren Buffett, Berkshire Capital, c'est le fonds d'investissement qui a mis 500 millions de dollars dans Domino's Pizza la semaine dernière, pour ceux qui étaient sur les actus économiques. Le président, donc Warren Buffett, il a plus de 90 ans. Giorgio Armani, il a 85 ans. Rupert Murdoch, plus de 90 ans. Donc ça peut durer longtemps. Donc t'es que au début. Non, on est qu'au début. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas d'âge. Il faut pas me parler d'âge. Il n'y a pas d'âge dans l'entrepreneuriat. Parce que tu vois, par exemple, le fondateur de McDonald's, il a fondé McDonald's hyper tard. Il a eu 20 vies avant d'avoir McDonald's. Donc parfois, ceux qui veulent entreprendre, oui, finalement, ils peuvent le faire à 20 ans. Il y a des très jeunes aussi.
Il y a aussi des très très jeunes. Ouais. Très très jeunes. Parce qu'avec Internet, on en parlera un peu plus tard dans le podcast, mais avec Internet, ça fait des entrepreneurs jeunes. On revient un peu sur ton parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter donc ton palmarès? Alors, j'ai été champion de France junior de triathlon, de duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied, de triathlon des neiges, c'est la version hivernale du triathlon où on remplace la natation par du ski de fond. J'ai fait 3e au championnat du monde junior de triathlon des neiges. J'ai fait 6e du championnat du monde espoir de triathlon. C'est ce qui m'a ouvert les portes de la préparation olympique. Moi, mon objectif, c'était d'aller aux Jeux olympiques à Pékin. Donc, suite à ce résultat, je suis rentré dans le groupe de préparation olympique. J'ai fait 3 podiums, dont une victoire en Coupe d'Europe élite en triathlon. Par rapport à mon rêve olympique, j'ai pas réussi à aller au JO de Pékin. Donc quand je suis rentré dans le groupe de préparation olympique, on était 12 athlètes. Et ensuite le groupe il est écrémé au fur et à mesure des années des résultats. Donc de 12, on est passé à 9. Et quand on est passé de 9 à 6, moi c'est le moment où je faisais plus partie du groupe des 6. Et dans les 6, il y a 3 Français qui sont allés aux Jeux olympiques. Donc ça c'est mon palmarès en triathlon. J'ai couru 30-42 sur 10 km sur route officielle. À l'époque des chaussures normales, sans plaque carbone. Pourquoi ce détail? Parce que je pense que si on avait cette technologie-là, j'aurais fait moins de 30 minutes à l'époque. Et moins de 30 sur 10K, ça commence à causer. Et après, donc, on arrive en 2007. Et 2007, c'est l'année où j'ai créé la marque 0D avec mon frère Frédéric. Et c'est aussi l'année où j'ai un petit garçon qui est né en 2007. Et en 2007, j'ai arrêté le sport. Parce que j'arrivais plus du tout à être papa, à être chef d'entreprise, entre guillemets. Et en fait, je pensais naïvement que j'aurais le temps d'arriver à tout faire. Et j'ai dû arrêter le sport. Et pendant 2 ans, j'ai quasiment rien fait. Je courais de temps en temps avec le fils dans la poussette. J'allais à la piscine avec mon fils toutes les semaines, mais il était à un âge où je ne pouvais pas le laisser tout seul, donc j'étais dans l'eau, mais je nageais pas. Et pendant 2 ans, j'ai rien fait. Après, j'ai commencé à retrouver un petit peu de temps. J'ai fait du fitness. J'allais à la salle de muscu. Et là, j'ai mon plus jeune frère après qui voulait faire un Ironman. Avant de faire son Ironman, il voulait faire le marathon de Montpellier. Et c'est là en fait où je me suis remis au sport. Puis en fait aussi un jour, franchement, j'avais pris du poids et je me reconnaissais pas dans la personne que j'avais été avant. Et quand il m'a dit ouais, je vais faire le semi-marathon de Montpellier, je me suis dit ouais, Fredo, je vais te faire le lièvre sur le premier semi et tout. Tu me dis ce que tu veux faire. Je me suis remis à courir un peu, 4 semaines. Et on part sur le marathon. Je me sentais bien. Franchement, j'ai fait une prépa, je pense, en 4-6 semaines. Et vers le 10K, je lui dis ouais, je me sens bien et tout. Ça va, on peut accélérer un peu. On passe le premier semi 1,23. Et je lui dis ouais, je me sens bien, j'essaie de voir où je peux aller et tout. Et je fais 2,44. 0 prépa. Et là, je me suis dit ok, il y en a encore sous le capot. Ouais. Et du coup, après, on s'est inscrit sur l'Ironman Nice. On a fait l'Ironman Nice en 2012, 2013, 2014. Donc là, j'étais plus en triathlète professionnel. Je me suis inscrit en pro, mais j'étais, on va dire, plus un amateur plus. Un amateur avec une ancienne carrière pro, mais j'étais plus en mode professionnel, quoi. Et à partir de là, je commençais à avoir très mal au tendon d'Achille parce que je courais depuis 20 ans déjà. Et j'avais tellement mal que je ne pouvais plus courir. Et j'avais un pote qui m'avait parlé du CrossFit déjà depuis au moins 2 ans. Il me disait ouais Pierre, t'adores l'entraînement t'adores la compétition à l'entraînement, t'aimes toucher à tout, il faut que tu testes le CrossFit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai poussé la porte de la salle de
CrossFit Montpellier à Castelnau, juste à côté. Et là, pareil, un petit peu deuxième coup de foudre pour le sport. Et voilà, j'ai commencé à faire du CrossFit, j'ai continué à nager, à rouler. Et comme je faisais du CrossFit et que j'avais mon ancien passé de coureur à pied, il y a un moment, ça allait mieux au niveau des tendons d'Achille. On m'a dit, ouais, Pierrot, CrossFit, course à pied, il faut absolument que tu fasses de la Spartan Race. Donc 2017, je me prépare un peu sur Spartan. Et je fais champion de France élite Spartan Race, direct première année. Trop cool. Super sport, super garçon dans ce sport. Et voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc 2018, je fais 6e du championnat de France. Et 2019, je fais 5e du championnat de France élite Spartan Race. Et après 2020, je découvre l'Irox. Je voulais faire une saison internationale sur Irox. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc il y a eu un championnat du monde virtuel de Irox où en fait, un peu comme en CrossFit, on devait se filmer en train de faire des workouts. J'ai fait 7e du championnat du monde virtuel Irox en 2020 et en 2021, je fais 6e. Et après, à partir de 2021, focus CrossFit, vraiment où je voulais progresser plus encore en CrossFit. Et c'est long, je suis désolé. Et après, en CrossFit, j'ai fait en catégorie master, j'ai gagné quasiment tous les throwdowns nationaux. Sur Calif, j'ai gagné Marseille Throwdown, Battle of the Crown. Les affiliates, j'ai pas gagné. J'ai fait 2 podiums. Je suis allé au French Throwdown, j'ai fait 4e. Bref, en master top niveau France et européen. Et voilà. Ça fait beaucoup de palmarès. Ouais, ça fait beaucoup. J'adore la compète. Voilà. Ça a été un parcours toujours à fond dans chaque sport et 300% comme tu disais, quoi. Ouais, et après, c'est vrai que j'ai eu une période de 2 ans où je me suis arrêté de m'entraîner, mais comme je m'entraîne depuis tout petit, que j'ai touché un petit peu à tout, c'est vrai que quand je suis arrivé sur le circuit Spartan, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, Pierre, ça fait quand même 20 ans que tu t'entraînes dur, et en fait, ça transfère dans d'autres sports. Bon, pas dans tous les sports, hein. Par exemple, en CrossFit, moi, j'ai des grosses lacunes en force. Mais voilà, c'est comme dans l'entrepreneuriat en fait, quand on ne s'arrête jamais, on capitalise énormément sur tout le parcours du passé. C'est de l'expérience et puis c'est un bagage en fait qu'on s'est constitué au gré des années et au gré des décennies hein, même carrément. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que si on ne s'arrête jamais, en fait, on va acquérir une forme d'expérience et de bagage sur lequel on va pouvoir capitaliser dans d'autres domaines. Il y a eu un épisode quand même assez important dans ta vie à ce moment-là. Ça a été la maladie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors c'est un sujet que j'aborde pas souvent parce que c'est toujours un petit peu délicat d'en parler et même pour moi des fois c'est un peu dur donc voilà. Mais en 2005 ouais, j'ai eu un cancer, j'ai eu un cancer du testicule, donc, comme ça c'est pas pour les curieux mais c'est souvent une question que les gens se posent. Donc ouais, en gros, je sais pas jusqu'où on peut en parler dans les détails, mais un soir, en fait, je sors de la douche, je me sèche et en fait, je sens qu'il y a quelque chose d'anormal. J'ai eu une chance incroyable, c'est que j'avais lu le livre de Lance Armstrong 1 an ou 2 ans avant, un livre dans lequel il raconte sa maladie et il raconte toute sa maladie. Je me souviens plus le titre de ce livre. Mais j'avais lu ce livre. Et en fait, il explique comment il a découvert ça. Et du coup, quand moi, je me sèche et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, direct, j'ai fait le lien. Ensuite, là, je vais sur Internet.
Bon, quand on va sur internet Ouais, et on tape des symptômes, on a tout de suite c'est la cata, même pour un rhume. Mais ouais, là je me dis ouais, il y a un truc. Et ouais, ça a été très 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 dur. On peut en parler pendant 2 heures, donc. Mais comment t'as géré ça? Comment t'as géré ça? En fait, ce qui était dur pour moi, c'est que moi, j'aime bien tout planifier. Donc là, on est en 2005. Donc moi, dans ma tête, il y a les JO en 2008. Enfin, je sais exactement ce que je veux faire. Ah ouais, peut-être petite digression, mais avant de venir à Montpellier, avant d'intégrer le Pôle France en 2001 à Montpellier, avec mon coach de l'époque, on s'est posé un jour, on a fait un plan sur 8 ans. 8 ans, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs? Pas que dans le sport, mais dans ma vie en général. Donc on a fait une colonne sport et une colonne de ma vie. Et en gros, il m'a dit, ouais, si tu veux aller aux Jeux Olympiques, il faut que tu passes par telle étape. Il faut que tu sois capable de faire ça, ça et ça. Mais aussi penser à mon bien-être général. Donc on avait fait aussi une colonne pour ma vie. Et on a noté tout plein de trucs. Et bref. Et ça, quand on est malade, ça met tout en l'air. Et au début, on essaie juste excusez-moi, on essaie juste de réagir sur le moment présent. Ce qui était dur pour moi, je pense, le plus dur, c'est de ne pas comprendre pourquoi j'avais ça. Et c'était ce sentiment d'injustice. Parce que moi, à cette époque-là, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, j'ai jamais essayé la cigarette, j'avais un mode de vie, franchement, j'étais pas la personne que je suis maintenant, j'étais j'étais vraiment à part. T'as mangé au McDo hier, hein? Ouais, j'ai mangé au McDo hier, franchement, et ce soir raclette. Mais avant, j'étais pas comme ça. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est de pas comprendre pourquoi ça m'arrivait, et c'était ce sentiment d'injustice. Et c'était très très dur à vivre. Et j'étais bien accompagné. En fait, très rapidement, je me suis dit, ok, j'ai ça. J'ai rien d'autre à faire que d'accepter et de voir comment moi je peux progresser vers ma guérison. C'est quoi mes étapes pour guérir et tout. Et voilà. Mais ouais, franchement, c'était terriblement dur. Je me souviens le lendemain matin où je me dis, ouais, il y a un truc qui va pas. J'appelle mon coach. Pareil, chance inouïe, mon coach avait aussi connu la maladie. Donc il me dit, écoute, je vais essayer d'avoir des rendez-vous là dans la journée, essaye d'aller voir un docteur le plus vite possible pour faire des images, savoir ce que tu as. Et je vais essayer de faire vraiment la version courte parce que je peux en parler pendant 1 heure. Mais en gros, j'arrive à avoir quelques rendez-vous médicaux dans la matinée. Je sais que déjà je suis malade et à midi je vais quand même à l'entraînement du Pôle France et je me souviens, j'ai mis mes lunettes pendant toute la séance, je faisais que pleurer, mais j'étais dans l'eau donc ça se voyait pas, mais je voulais être à l'entraînement parce que c'était ma routine. Et après, pardon, ça va revenir. Et après, voilà, c'est les premiers jours en fait qui sont durs parce qu'on ne sait pas vraiment le stade de gravité et tout. Il faut aller faire plein d'examens médicaux. Et moi, j'ai une chance, c'est que c'était quand même un stade précoce. Donc, j'ai pas eu de chimio, des trucs trop lourds et tout. J'ai une opération. Donc, l'opération, comme ça, on va évacuer les questions curiosité. En gros, ça consiste en une incision en bas des abdos. Et en fait, ils vont retirer le testicule en entier et la chaîne ganglionnaire, parce que le cancer, il va remonter la chaîne ganglionnaire et après, ça serait parti dans métastases dans tout le corps. Donc Lance Armstrong, par exemple, lui, il avait des métastases au cerveau. Donc il avait des métastases dans l'estomac, dans les poumons et au niveau du cerveau. Donc en gros, lui, c'est simple, quand il est arrivé à l'hôpital, ils lui ont dit c'est terminé. Donc moi en fait c'était localisé que dans le testicule et après en fait on fait
une radiothérapie. Donc en fait, on balance des rayons qui vont venir cramer tout ce qu'il y a dans tout ce qui pourrait y avoir et qui ne se voit pas forcément au scanner dans toute la chaîne ganglionnaire. Donc tous les jours, j'allais à l'hôpital pour faire les rayons. Et ça aussi, c'est très très dur. Parce qu'on va à l'hôpital, il y a des gens qui sont très très malades. C'est très dur à voir. Et en même temps, je me souviens, il y avait des gens, parce que j'arrivais dans les couloirs, on voit, il y a des patients, mais il y a aussi des accompagnants. Et j'entendais des gens qui disaient « Ah, il est si jeune, il est malade et tout, c'est terrible. » Et moi, au fond de moi, je me disais « Non, mais moi, ça va, parce que je suis jeune, parce que j'ai de l'énergie, et parce qu'au final, ce que j'ai, c'est pas si grave que ça par rapport à d'autres personnes. » Mais ouais, franchement, c'est pas facile. Et aussi un autre truc qui a été très dur et en même temps pas tant que ça, c'est que j'ai vu dans le regard des gens, j'ai vu des gens qui switchaient complètement d'attitude quand ils savaient que j'étais sportif de haut niveau, parce que en fait c'était « Ah, il est malade, il est jeune et tout, c'est terrible. » Et un sportif de haut niveau, « Ah non, mais il doit être dopé et tout, il a dû se doper et tout. » Et ça a été dur un peu pour moi, parce que déjà être malade, c'est franchement pas facile. Et quand en plus, il y a des gens qui ont ces suspicions-là, et presque ils se disent bien fait, très 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 dur. Après bon, voilà, moi, c'est vrai que j'étais un athlète, j'ai toujours été très engagé dans la lutte contre le dopage. On aura l'occasion d'en parler parce que 0D, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire zéro dopage. Alors, tu sais que dans l'équipe, on s'est posé la question. On ne dit pas zérode. Non, on s'est posé d'autres questions parce que y en a qui ont beaucoup d'imagination dans l'équipe. Et il y en a, ils se sont dit que c'était Dorez à l'envers. Ben, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Mais ouais, non, on reviendra sur ça juste après. Mais ouais, ça a été dur quand même de voir le regard des gens switcher par rapport à ça. Après, bon, je comprends aussi les gens, mais ouais, c'est dur. Et puis il y a toujours des personnes, des personnes bien intentionnées ou qui ont des bonnes intentions mais qui sont parfois maladroites. Du genre, je vous donne des exemples. Ah ouais, t'as eu un cancer du testicule à droite ou à gauche? À droite, ah ouais, mais t'es droitier, du coup c'est parce que tu mets ton téléphone dans la poche droite. Ou ah ouais, non mais toi Pierre, tu manges beaucoup de viande et tout. Donc ça... En fait, il y a toujours des gens, c'est jamais mal intentionné, parce qu'en fait, ils sont là pour aider ou ils veulent avoir des bons mots. Mais des fois, dans les paroles, ça peut être dur d'entendre des âneries ou des trucs comme ça. Donc, faut gérer ça en plus. Et après, je vais terminer sur cet épisode, ça m'a aussi quand même énormément aidé dans ma vie. Parce que quand il m'est arrivé tout ça, c'est vrai que j'avais perdu le goût un peu de l'entraînement. Je me souviens plein de fois, j'étais avec mon pote là, Laurent Vidal, le nombre de fois on sortait de l'entraînement, ou on sortait d'une course, on était là, ah, j'arrête le tri, trop dur, j'arrête le tri. Moi j'allais à l'entraînement, je prenais plus de plaisir quand j'allais à l'entraînement. Parce qu'en triathlon, c'est quand même pas très ludique, hein. Les trainings, faut se faire mal, quoi. Dans le triathlon, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique. C'est celui qui écrase les pédales le plus fort qui gagne, quoi. Et du coup, les entraînements, puis quand on fait ça depuis l'âge de 12 ans, moi, ça fait déjà 20 ans que je fais ça, franchement, c'est pas facile. Et je prenais plus de plaisir à l'entraînement. Et en plus, je comprenais même pas, moi, quand j'allais rouler, c'était pour être bon en compétition. Et le dimanche, tu croises des gars, ils sont en vélo. Je me disais, mais pourquoi ils roulent? Pourquoi ils ne restent pas chez eux, tranquilles dans le canapé, tu vois? Pourquoi ils se baladent? Moi, je ne comprenais même pas. Et quand après, j'ai eu ces 3 mois de off, parce que pendant 3 mois, je ne pouvais plus m'entraîner et tout. Et je me souviens, quand je suis remonté sur un vélo et je suis allé juste rouler, je me suis dit, putain, mais en fait, le mec qui se balade le dimanche, c'est ce feeling qu'il a. C'est juste d'être dehors. Tu sens l'air qui est sur ton visage, tu vois une vache, tu vois un oiseau, tu es juste content d'être dehors et d'avancer vite juste par la force de ton corps. Et j'ai retrouvé vachement de plaisir. J'ai retrouvé du plaisir à m'entraîner et en même temps j'avais cette forme de hargne où dans mes trainings,
J'avais une hargne supplémentaire. Et c'est vrai que 2006, c'est l'année où j'étais le plus fort en triathlon. C'est l'année où j'ai fait les 3 podiums en Coupe d'Europe Élite, où j'ai gagné une Coupe d'Europe. Et ça m'a vraiment énormément apporté. Et là aussi où ça m'a beaucoup apporté, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais faire dans ma vie. Je voulais avoir un enfant depuis très 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 jeune. Je voulais lancer cette marque de triathlon. Et en fait, c'est ce que ça m'a apporté, c'est que moi qui adore tout planifier, des fois, la vie nous apporte ces épreuves et nous montre qu'on n'est rien du tout et qu'on ne contrôle pas tout. Et de là, je me suis dit, ok, essaye d'être un peu plus relax, tu ne peux pas tout contrôler. Là, tu as envie d'avoir un enfant. Après, par rapport à ma maladie, il fallait que j'attende quand même 1 an complet après la radiothérapie. Mais je me suis dit, ce ne sera pas pour 2013 après les JO de Londres, ce sera pour maintenant. Ton projet de création d'entreprise maintenant. Et ça m'a vraiment aidé et tout. Et même si c'est bizarre de dire que j'ai pas envie de dire merci à ce qui m'est arrivé, mais mine de rien, c'est quand même ce que je ressens au plus profond de moi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans tout ce que je fais. Même si avec le temps, des fois j'ai des réactions où je me dis, ouais, Pierre, t'as pas le droit de réagir comme ça parce que tu oublies que tu as été malade. Mais bon, au global, ça m'a énormément apporté. C'était un booster et ça t'a tiré des leçons de ça, malgré une nouvelle, c'est une nouvelle quand même assez tragique, assez compliquée à vivre. Et même dans cette épreuve-là, tu as quand même réussi à tirer des leçons de ça. Enfin, je trouve ça intéressant. Pour revenir... Et donc c'est à ce moment-là que tu as lancé 0D, ouais. En 2007. Donc moi, je découvre le triathlon, j'avais 14 ans. Donc c'était en 95. Et en fait, quand je découvre le triathlon et que je vois tous les gars trop stylés et tout, je me dis... à l'époque, mon père, il faisait de la planche à voile. Et je le suivais à chaque fois qu'il partait naviguer. Et quand j'arrive sur le triathlon, je me dis, c'est curieux, le triathlon, ça ressemble vraiment énormément à l'univers de la planche à voile. C'est-à-dire que c'est un sport très communautaire. Il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de parler avec des mots qui sont propres à ces sports-là. Et c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. On peut naviguer peut-être qu'une fois par semaine ou s'entraîner que 3-4 fois dans la semaine. Mais c'est des gens, ils ont ça dans le sang. Et dans l'univers de la planche à voile, il y avait des vraies marques textiles dédiées à ce sport. Et dans le triathlon, à l'époque, en 95, il n'y avait pas de marque textile dédiée à ça. On empruntait à Speedo, Arena, à Nike. Il y avait des marques américaines, mais c'était très très dur de s'en procurer en triathlon. Et du coup, je me dis, plus tard, Pierre, faut que tu crées une marque de textile triathlon parce que les gens, ils en ont besoin. Donc en fait, au gré de mon parcours, quand je commence à devenir bon, à être en équipe de France, je reçois ça, je me dis là la coupe elle est pas terrible sur les bretelles, je prends une autre tenue, je me dis ça le tissu il est bien, là le zipper il est pas mal mais ils auraient dû le faire 3 cm plus long. Et en fait je collectionnais toutes mes tenues, je dessinais des trucs, je découpais des trucs. Et là j'avais 17, 18, 19 ans. Et voilà, je pensais à des noms de marques. Et au gré de tout mon parcours, je me disais. Et entre le moment où je découvre ça et il n'y avait pas de marque, et 2007 où on lance 0D, il y a plein de marques de textiles triathlon qui sont lancées, qui sont arrivées en Europe, ou des marques françaises qui sont lancées. À chaque fois, je me disais, putain, mais Pierre, c'est génial, parce que ça montre que tu n'es pas le seul à avoir cette idée, donc c'est peut-être une bonne idée. Ça montre qu'il y a un marché. Et puis eux ils font des trucs bien et tout, mais toi tu peux peut-être encore faire mieux sur ça. Donc à chaque fois qu'il y avait une marque qui se lançait, pareil, ça me motivait encore plus et ça me confortait dans mon idée. Et donc c'est une entreprise, tout à l'heure tu nous as parlé de ton frère, est-ce que 0D c'est une entreprise familiale? Ouais, familiale parce que je suis à 2 avec mon petit frère. Et donc moi j'arrive à Montpellier en 2001 pour rejoindre le Pôle France Triathlon.
Et en 2002, je rentre à Subdeco Montpellier dans un parcours sportif de haut niveau avec un aménagement de l'emploi du temps. Et là, pendant ma scolarité, je commence vraiment à bosser sérieux sur le projet. En dernière année, il faut opter pour une spécialisation. Donc moi, j'ai choisi création d'entreprise, entrepreneurship. Et du coup, à partir de 2006, je commence à vraiment bosser énormément sur le projet. Et on a lancé la marque avec Frédéric en 2007. Donc on est à 18 ans là, 18 ans de... Il y a un truc que j'ai adoré dans ce que tu as dit là. Tu disais que plus tu voyais des marques arriver, plus ça te donnait envie d'en créer une. Ouais. Alors que pour beaucoup de gens, quand ils ont un projet, qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, ils sont en mode retrait, mince c'est déjà sorti, je suis en retard ou un genre de choses. Toi ça t'a motivé? Ouais, ça me motive. Franchement, je pense qu'il y a toujours de la place pour quelqu'un qui bosse bien, quelqu'un qui a un projet un petit peu différent. Et la concurrence, c'est ultra sain la concurrence. Moi, quand j'étais jeune, je disais je veux être le meilleur possible pour moi. Je me disais pas je veux battre lui, lui et lui. Mais quand on fait de la compétition, nos concurrents, c'est eux qui nous poussent à donner le petit 1 ou 2% extra. Que s'ils n'étaient pas là, on ne le donnerait pas en fait. Et c'est pareil à l'entraînement. Quand on est avec des bons training buddies, c'est là où on donne le max de soi. Et il ne faut jamais voir la concurrence comme un ennemi. Il faut le voir comme quelqu'un qui va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est pareil dans le travail. Franchement, on regarde les autres marques. Des fois, on voit des super projets, des super concepts marketing, des super produits. On se dit, waouh, ils sont trop forts et tout. Nous, il faut qu'on fasse encore mieux. Et c'est ultra sain. La concurrence, c'est ultra sain. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut s'en nourrir. Et après, voilà, il faut aussi que ça vienne de soi-même. Il ne faut pas tout le temps non plus se comparer parce que ça peut être très difficile, ça peut être délétère aussi. Il faut que ce soit quelque chose en plus. Il y a eu une lettre de Roger qui est sortie hier, Roger Federer, qui est sortie hier sur les réseaux où il exprime toute sa gratitude à Nadal. Et il lui disait que justement c'est parce qu'il y a eu Nadal que Roger a été aussi fort et vice versa. Et c'est vrai. Mine de rien, être là tous concurrents, ça aide quoi. Ça aide vraiment à se booster. Je trouve ça génial les concurrents parce que ça te permet de... Moi quand j'en vois certains qui prennent telle ou telle direction, je trouve ça passionnant, je regarde ce qu'ils font et je me dis s'il a pris cette direction, pourquoi il l'a pris, j'étudie le parcours et parfois je suis, parce que je me dis s'il l'a pris, il a déblayé un peu le terrain, c'est lui qui a fait le premier sillon. Et finalement, c'est même peut-être plus facile pour ceux qui arrivent derrière. Dans certains cas, en tout cas. Mais en tout cas, toi, dans cette marque, dans ce parcours entrepreneurial, quels conseils t'aurais voulu recevoir au moment où tu as lancé ta marque de textile? Des conseils, il y en a vraiment beaucoup. Je pense... Conseil numéro 1, je pense quand on a un projet entrepreneurial, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Il y a beaucoup je le vois surtout chez les jeunes, ils ont un projet et ils veulent rester mystérieux, secrets, ils n'osent pas en parler parce qu'ils se disent « je vais être copié ». Mais à personne, c'est jamais arrivé de l'histoire qu'au gré d'une discussion, le gars il dit « ah, t'as ça comme projet ?» Demain, le gars il quitte son job et il va faire pareil. Ça n'arrive pas. Et échanger autour de son projet, ça peut être justement l'occasion de récolter des feedbacks. Ah oui, mais pourquoi tu as conçu ton service comme ça? Est-ce que 40 € c'est pas un peu trop cher? Ah non, mais moi je pense que c'est pas assez cher. Et en fait, on peut déjà ça permet de faire évoluer le projet et d'affiner le projet vers quelque chose de plus concret. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler, il faut en parler au maximum autour de soi. Donc ça c'est un... Pas tomber sur moi. Ah ouais. Je pense que tout le monde ici peut se dire, si tu me parles d'un projet et que je sens que le truc c'est bon, je rumine derrière. Je rentre chez moi, je suis en boucle. Donc je pense que ça dépend sur qui tu tombes, mais en tout cas je te rejoins sur le fait que la majorité des gens
n'ont pas forcément comment dire, ce truc opportuniste de se dire ouah, ça a l'air génial, je le fais. Donc oui, c'est vrai que d'en parler, et moi je suis le premier à le faire, d'ailleurs je me fais engueuler à chaque fois par Jérémy. Arrête de parler, tu parles trop. On n'a pas encore, on n'a même pas commencé, tu commences déjà à en parler. Ouais, mais en fait déjà c'est un besoin, c'est viscéral, je sens que j'ai besoin d'en parler. Et en fait j'ai besoin d'en parler parce que j'ai besoin de regarder comment les gens réagissent, tu vois. Par exemple, quand je regarde j'ai vu un truc d'un entrepreneur dans l'immobilier qui disait pour investir dans un appartement, il postait une fausse annonce, tu vois. Et il attend de voir les retours de cette fausse annonce pour voir si le secteur est intéressant. Et le secteur, il est intéressant. Il dit, non, j'ai reçu, je sais pas, 50 demandes dans la matinée, bah c'est bon, je peux acheter un appartement à cet endroit-là, tu vois. Alors que c'est une fausse annonce. Donc ça me permet de tester un peu le marché. Et moi, je trouve ça, ce que tu dis, c'est pertinent en tout cas. Ouais. Dans les autres conseils, je pense qu'il faut être discipliné. C'est un long parcours avec beaucoup de difficultés. Et voilà, il y a la motivation et la discipline, c'est le pont entre la motivation et le succès. Il faut être, je pense aussi, il faut être très rigoureux, il faut être carré, il faut être organisé, parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés et si on manque de rigueur et d'organisation, on peut être vite confronté à des sacrées difficultés. Je pense, nous, avec Frédéric, quelque chose qui nous a quand même beaucoup servi dans notre parcours, c'est qu'on on a eu quand même une gestion en bon père de famille et on a été très précautionneux. Je vois des fois, je vois des jeunes entrepreneurs, ça commence à marcher et ils flambent. Prennent une belle voiture en leasing, ils s'augmentent au lieu de recruter. Et ça, il faut être très très prudent. Nous, avec 0D, on a eu, il y a quand même une année où on a perdu 130 000 euros sur un exercice comptable. Heureusement, on avait mis de côté énormément, on a une grosse trésorerie. Quand il y a eu le Covid, on a perdu entre 2019 et 2021, parce que nous, on a été beaucoup impacté le triathlon par le Covid. On a perdu un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Et heureusement qu'on avait mis de côté énormément. Et ouais, on est vraiment très prudent sur ça. Là, demain, sincèrement, demain, notre local, il brûle et on n'a pas d'assurance. On peut, nous, là, se racheter un local et relancer des productions tellement on a mis d'argent de côté au gré des années et qu'on a été prudent. Donc ça, ce serait un conseil, c'est quand même d'être prudent, même quand il y a un début de réussite et de plus de facilité. Et après, c'est de toujours rester curieux et de toujours rester humble, même quand on a réussi un truc. Franchement, on réussit une fois, c'est bien, essayons de reproduire et tout. On n'est jamais arrivé. Et voilà, je pense qu'il faut essayer d'adopter cette posture d'humilité pour sans cesse apprendre et toujours essayer de progresser. Ok, tu nous as parlé de ce que tu avais perdu, mais sinon, si on parle en bénéfice, est-ce que tu es capable de nous dire, enfin, est-ce que tu as envie aussi de dire un peu ce que ça génère 0D ? Oui, on peut parler de chiffres. Quand nous, on a lancé la marque 0D donc en 2007, sur notre premier exercice comptable, on fait 38 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un chiffre qui est très modeste. Mais sur la deuxième année, on arrive tout de suite à 200 000 euros. C'est un peu aussi le modèle dans une marque de textile. En gros, c'est soit ça explose, soit ça capote. Si on prend un autre projet, par exemple, imaginons quelqu'un qui va ouvrir un restaurant, son chiffre d'affaires, il ne va pas multiplier par 6 d'une année sur l'autre. Il y a une capacité en nombre de tables, j'imagine, donc il y a une capacité max, il y a un chiffre d'affaires max, il y a un plafond, il y a quand même un plafond. Et je pense que c'est des projets où le chiffre il évolue mais il n'explose pas.
dans une marque de textile, il peut y avoir des croissances très très fortes. Mais là, maintenant, à présent, on fait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires à l'export. Et on doit faire environ 100 000 euros de résultats, ce qui n'est pas mirobolant. C'est la fiscalité française? Oui. Bon, après, on est un pays, fiscalité, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de réglementations en France, et qui soulève aussi beaucoup de difficultés, mais ça fait partie du jeu. Mais après, je regarde beaucoup de podcasts en ce moment, justement, sur la fiscalité. Et est-ce que du coup tu t'es posé des questions de réorganisation par rapport à ton entreprise, justement dû à ces difficultés fiscales? Parce que finalement, ta marque, tu pourrais la délocaliser pour améliorer la fiscalité. Ouais, alors pour être parfaitement sincère, on ne s'est jamais posé cette question-là. Après, je pense que justement, quand on est entrepreneur, on participe de façon active au tissu économique et puis aussi j'ai pas envie de dire au rayonnement de la France, parce que ce serait prétentieux, mais c'est un peu notre façon à nous de contribuer dans la société et de participer. Et voilà, moi j'en suis, je vais pas dire que c'est une fierté, mais voilà, c'est cool de... Franchement, quand tu es chef d'entreprise et que tu signes le CDI de quelqu'un, c'est quand même un gros moment de satisfaction parce que tu engages en tant que responsable d'entreprise, tu t'engages quand même à verser un salaire à quelqu'un jusqu'à sa retraite. C'est quand même un engagement qui est très 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 fort. Ça montre aussi la confiance que tu veux placer dans cette personne. Et c'est quand même une jolie fierté. Et après, au niveau du cadre légal et fiscalité, il y a quand même beaucoup de choses en France qui sont complexes. Et je disais, voilà, il faut être bien organisé, bien rigoureux. Ça, c'est un vrai conseil parce qu'à un moment donné dans sa vie d'entrepreneur, on va être confronté à un contrôle fiscal, un contrôle URSSAF. Petite anecdote, on a eu une année, on a eu un contrôle fiscal. Mais je vais passer sur tout ça, mais c'était quand même très lourd et même quand on est ultra carré, il y a toujours des choses qu'on peut venir vous reprocher ou des sujets sur lesquels vous n'étiez pas au courant, etc. Mais très peu de temps après ce contrôle fiscal, il y a un gars qui arrive au bureau costume cravate. Et il se présente, il était de la DGCCRF, donc c'est Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Et en gros, il nous explique, il nous dit, voilà, mon métier, c'est de protéger les consommateurs français de contrefaçon, de produits qui pourraient être dangereux pour la santé des consommateurs français. Voilà, il a une mission qui est géniale et plus que loyale et honnête. Et donc il me dit, moi je vais vérifier si vos produits ils sont en conformité avec des réglementations françaises et européennes. Il me demande de lui expliquer qu'est-ce qu'on fabrique, comment on fabrique, etc. Et il me dit, voilà, donc si vous voulez me donner des produits, je les prendrai pour les analyser. Mais moi, techniquement, je suis dans l'obligation de vous les acheter. Donc comme il y avait eu le contrôle fiscal, je lui ai dit, excusez-moi, je ne vais rien vous donner et vous les achèterez selon vos obligations. Alors en plus, eux, ils achètent au coût de revient, ils n'achètent pas le prix de vente final. Donc comme il achète au coût de revient, il faut lui montrer toute la compta pour qu'il voit quel produit, etc. Donc nous, on a des combinaisons néoprène. Le néoprène il est fabriqué au Japon.
La fabrication de ces combinaisons néoprène, c'est en Thaïlande. Et après, sur tout ce qui est textile, nous, tout est fabriqué, c'est des tissus français ou des tissus italiens. Et la confection, elle est en Espagne. Donc, je lui explique un petit peu tout et je lui dis, ben voilà, ça c'est notre trifonction, c'est le produit qu'on vend le plus. Donc, si j'étais vous, moi, j'étudierais ce produit ou une combinaison néoprène. Et donc, il me demande les prix et les coûts de revient. Donc là, je lui dis les coûts de revient. Et quand je lui dis le coût de revient de la trifonction, il fait « Ah ouais, quand même. Ah non, j'ai pas ce budget sur un maillot de bain, on est à combien ?» Et là, je lui dis 8 € et quelques. Il dit « Ah ben, je vais partir sur un maillot de bain. » Donc en gros, et c'est ça qui m'a attristé, c'est que lui, il a une mission qui est géniale, c'est de nous protéger, nous les Français, des trucs nazes qui viennent de l'étranger. Mais son budget, c'est 8 balles. Donc il nous prend le maillot de bain. Franchement, j'étais pas du tout inquiet parce que c'est un tissu italien avec 30 000 certifications et tout. 4 semaines après, on reçoit son rapport. Le produit prélevé en telle date n'est pas en conformité avec la norme CE, je sais pas combien. Donc là, on va chercher la norme CE, je sais pas quoi. Le document, 50 pages. 50 pages. Rédigé, désolé, je donne un peu mon opinion, par une armée de fonctionnaires européens dans le but de nous protéger, 50 pages, on ne trouve même pas ce qui n'allait pas. En fait, c'était une norme par rapport aux étiquetages des produits. Donc on réécrit à la personne, on ne trouve pas ce qui ne va pas sur la conformité. Là, il n'était même pas capable de nous répondre à l'instant T, il nous refait un courrier. En fait, sur les produits, il y a des étiquettes. Est-ce que... Ouais, j'en aurais une peut-être là. Vous savez, il y a des étiquettes de composition, de matière et tout. En fait, c'était juste qu'on avait mal traduit certaines matières. Et voilà, il fallait qu'on traduise dans plus de langues et mieux. Donc voilà, on n'a pas eu d'amende, on n'a pas eu... Mais c'était juste un rappel sur ce qu'on devait faire. Donc voilà. Ouais. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que si vous voulez des produits Zeta, vous mettez un costard, vous allez directement au siège. Et par contre, le passage à la caisse va être un peu plus compliqué, ça va prendre du temps. Mais venez avec plus que 8 € par contre. Ok. Et dans tout ça, tu as un produit qui est vraiment spécial, mais est-ce que le textile, c'est rentable ? Oui, il faut. En tout cas, nous, quand on lance 0D, notre objectif, c'est même pas de se dire on va se dégager un. Peut-être on était jeunes et naïfs, mais on s'est pas dit on va se dégager tel salaire, nanana, on veut faire tant de chiffre d'affaires. Nous, notre objectif, c'était juste d'avoir le meilleur produit pour les triathlètes. Aussi simple que ça. Et après, bien sûr, avec le temps qui passe, on a des responsabilités qui sont importantes, surtout quand ensuite on commence on emprunte auprès des banques, on a des échéances à respecter sur les remboursements, on recrute certaines personnes et tout. Donc là, oui, après, il y a un moment donné où il faut être carré, il faut être rigoureux, il faut que le projet soit rentable, bien sûr. Oui, puis après, il faut vivre. Mais c'est vrai que sur les 2 premières années de 0D, Frédéric et moi, on s'est versé 0 salaire. Donc moi, j'avais réussi à mettre de l'argent de côté de ma carrière pro en triathlon. Donc je vivais sur mes économies. J'avais la chance, c'est que mon père payait le loyer aussi pour là où je vivais à Montpellier. Donc j'avais pas de loyer, mais je vivais sur mes économies. Pendant 2 ans, mon salaire, c'est 0. Donc oui, on est rentable, mais on est rentable parce qu'il n'y a pas de salaire. 3e année, mon salaire, 1 000 € par mois, en dessous du SMIC. Donc ça prend du temps. Et oui, aujourd'hui, bien sûr, c'est rentable. On a 8 employés, on arrive à dégager des bénéfices, mais c'est jamais acquis et c'est toujours un combat chaque année de négocier sur les prix. Il y a quand même une grosse pression sur les prix et tout. C'est un combat perpétuel pour faire en sorte que la société soit profitable. Là, sur la masse salariale, donc si je prends les salaires plus toutes les charges que nous on paye sur les salaires, on est au-dessus de 400 000 € quand même à l'année. Si on rajoute
le bâtiment, les assurances, tous les frais, on est au-dessus de 500 000 € sur ça. Plus après, il y a le coût d'achat des matières premières et tout. Ça fait des gros montants. Ouais, si tu as 100 000 € de bénéfices, c'est que derrière, tu as sur 2,5 millions de... Sur 2,5 millions, ça fait... Il y a beaucoup de charges. Ouais, oui. C'est le jeu aujourd'hui. Hein. Oui, il y a beaucoup de lignes. Ça s'additionne très vite, là, toutes les lignes. Et en fin d'année, ça fait mal. On dépense, pour donner des chiffres, pour qu'on se rende compte, en transport sur achat, donc c'est en gros c'est tous les transports entre les usines et chez nous à Castries. Donc ça peut être des containers, ça peut être des transports express en avion. On dépense environ 80 000 € à l'année, juste en transport sur achat. En transport sur vente, c'est tout ce qu'on va payer en transport entre chez nous et les magasins quand on expédie des cartons, les distributeurs pareil des cartons, ou sur des particuliers les commandes web. C'est environ 80-90 000 € encore de transport sur vente. Alors il y a une partie sur les transports sur vente, il y a une partie qui est refacturée. Quand par exemple quelqu'un commande sur 0D, les frais de port ils sont offerts au-dessus de 80 €. Mais en dessous de 80 €, les gens ils payent leurs frais de port. Donc là en fait c'est une opération blanche pour nous. Mais au-dessus de 80 €, les frais de port sont offerts, donc c'est une dépense pour nous. Donc en transport de marchandises à l'année, 160-180 000 €. Moi, j'aime trop comment tu parles de ça parce que tu l'as dit, tu crées le projet pour le projet, pas forcément pour l'argent que tu allais dégager. Parce que tu es passionné par le triathlon, par la marque, par le textile, par tout ça. Et c'est ce que nous, en cours, on essaye de leur dupliquer. C'est si vous êtes passionné, c'est le plus important avant l'argent. Et là, je le vois, c'est clairement comme ça que tu réfléchis. Tu penses au projet, je trouve ça beau, très beau. C'est exactement ça, je pense. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai une forme de motivation intrinsèque qui est très grosse depuis tout petit. Juste, pour vulgariser, il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce qui nous vient de l'intérieur, c'est la passion pour un process, c'est juste l'envie de bien faire et de faire les choses juste pour ce qu'elles sont. La motivation extrinsèque, c'est ce qui va nous venir de l'extérieur. Ça peut être l'espoir d'une récompense, par exemple gagner une médaille, gagner de l'argent sur une course. Ça peut être aussi la crainte d'une sanction. Par exemple, un papa qui va dire « Ouais, fais tes devoirs, sinon tu auras une punition ». Et ça, c'est la motivation extrinsèque. Ça peut être un copain qui vient s'entraîner avec nous, de la musique pour aller s'entraîner. Et on dit souvent que la motivation, ça peut être aussi la motivation extrinsèque, ça peut être l'image qu'on va renvoyer aux autres. Et on dit souvent que c'est une forme de motivation qui est très pertinente sur du très court terme, mais qui à long terme peut être délétère et même qui peut être toxique. Par exemple, quand on fait les choses pour les réseaux sociaux, voilà, ça peut être compliqué. Ce qui peut être compliqué, c'est quoi ? On a son lecteur MP3 en panne, donc on va pas aller s'entraîner. Il y a notre meilleur pote qui est pas dispo le mardi soir, donc on va aller rater l'entraînement. Donc voilà. Mais ce sont deux silos qui peuvent s'alimenter l'un et l'autre. Moi, au début, j'ai dit, quand je me suis mis au sport, c'était quoi ? Parce que je voulais être que le gars qu'au collège, on le reconnaisse, qu'on dise « c'est Pierre qui a gagné le cross du collège ». Donc ma motivation, c'était une motivation extrinsèque. Mais ensuite, où on peut se mettre à la course à pied parce que, je sais pas, on a son mariage dans 6 mois, il faut qu'on perde 10 kilos. Et puis après, une fois que le mariage est passé, en fait, on reprend les 6 kilos et plus. Mais cette motivation extrinsèque, elle peut venir alimenter une forme de flamme intérieure. Parce que peut-être que le gars, au début, il s'est mis à courir parce qu'il voulait perdre du poids. Et puis, en fait, il se rend compte que c'est cool d'être dans la forêt, qu'il se sent bien dans sa peau, qu'il améliore ses chronos. Et là, il vient alimenter une forme de motivation intrinsèque. Et moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai cette forme de motivation intrinsèque dans tout ce que je fais qui est très grosse. Et je fais les choses vraiment par le plaisir de bien faire. Là, il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai un ami
Il me dit ah, ça doit faire plaisir de voir les chiffres tomber, les grosses commandes et tout. Et je dis ben moi tu vois ça me motive pas du tout. Franchement, la seule chose qui me motive, c'est quand quelqu'un il va venir me voir et qui va nous dire ouais ça c'est la meilleure trifonction. Ouais vous avez fait un t-shirt incroyable, j'ai jamais vu ça. En fait c'est ça, c'est la passion de faire les choses à fond. Et en fait, et justement, c'est ce que j'ai dit à mon pote. Je lui dis quand les chiffres ils tombent ou quand tu as les résultats, c'est juste le fruit de ce que tu fais et de ta passion. Parce que si tu fais les choses bien, si tu t'entraînes dur, si tu mets du cœur dans ce que tu fais, tes résultats ils vont tomber. C'est juste en fait, il ne faut pas chercher le résultat, il faut chercher le process de bien faire. Ensuite, les résultats, c'est juste la conséquence logique, entre guillemets, du travail que tu vas mettre, de l'intensité de ce que tu fais. Et voilà, c'est la conséquence. J'adore ça. J'adore parce que c'est. Alors, il y a, donc dans nos auditeurs, c'est beaucoup de coachs sportifs. Et les clients, quand ils viennent pour voir un coach sportif, c'est ce que je leur dis tout le temps. C'est ok, c'est cool d'avoir un beau corps, c'est cool de tout ça, mais en fait, trouve une activité qui te fait kiffer et ce sera la conséquence. C'est pareil dans plein de domaines. Je trouve ça beau. Ouais, c'est clair. On doit passer beaucoup de temps au boulot. Donc, il faut faire quelque chose qui nous passionne. Et je vais rebondir parce que Mehdi, vous m'avez demandé quel conseil on peut donner à quelqu'un qui a envie de se lancer. Et tu parles là de coaching sportif. Si j'avais peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui a un projet, ce serait de se lancer quand même sur un projet c'est nous ce qu'on a fait aussi avec 0D et avec Zeta, c'est de vraiment se lancer sur un truc de niche, vraiment de devenir le spécialiste d'une niche. Là, si on regarde, je ne sais pas si vous avez vu à Montpellier, il y a, je ne sais plus comment s'appelle l'enseigne, mais il y a un magasin qui vend que des cinnamon rolls. Ils se font cartonner, à Paris aussi ils se font cartonner. Mais à Aix-en-Provence, il y a une boutique qui fait que des madeleines. Il y en a d'autres qui cartonnent en faisant que des cookies. Et en fait, ils ont pris un truc, ils l'ont décliné ensuite sur différentes variétés, mais ils se sont mis sur un truc et ils sont devenus le boss. Mais si tu veux faire des cookies, des croissants, de la madeleine, des trucs, en fait, tu fais comme tout le monde et tu t'es pas spécialisé. Donc, si j'avais un conseil à donner peut-être pour essayer de recentrer un projet, ce serait de se dire ouais, je vais être ultra spécialisé sur ça. Donc par exemple, si on veut se lancer en coaching sportif, ça pourrait être de spécialiser sur des femmes qui veulent se remettre en forme après un accouchement. On devient spécialiste de ça. Ou d'aider des gars qui veulent prendre de la masse. Ou être sur le secteur de haut niveau dans 1 ou 2 sports max. Mais en fait, je pense qu'il faut devenir un expert sur un truc et il ne faut pas vouloir tout faire. Parce que quand on fait tout, en fait, on est un peu comme tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi. Je l'ai remarqué, ça, ce concept du monoproduit. À Paris, on le voit beaucoup, que ce soit, comme tu l'as dit, dans les cookies, dans les New York Rolls. Ouais, cinnamon roll. Cinnamon roll, mais aussi les comment on appelle ça, ces espèces de croissants ronds. Là, je t'ai fait goûter, t'as pas aimé. Ah ouais, pas compris. Il a pas compris. Je vois pas. Bref, moi je trouve ça bon quand ils sont bien faits, mais ok. Est-ce que tu penses qu'on peut lancer sa marque en partant de zéro? Nous, on a lancé la nôtre en partant de zéro. En tout cas, moi, quand on lance 0D, alors oui, j'ai fait un cursus entrepreneurship à Montpellier Subdeco, mais en vrai, la vie, elle s'apprend en faisant. À l'école, il y a des bases théoriques et tout. C'est cool, mais justement, je pense qu'en plus, aujourd'hui, avec Internet, on peut se former sur tout, mais vraiment sur tout, et devenir expert uniquement grâce à Internet. Et on peut se lancer de zéro. Moi, quand on lance 0D, j'avais zéro expérience dans le textile. J'ai appris sur le tas. J'ai appris aussi en faisant des erreurs. Et
voilà, oui, clairement, je pense justement que ça n'a jamais été aussi facile de se lancer grâce à Internet et à la mondialisation. Et en même temps, grâce à Internet et à la mondialisation, ou à cause, on est aussi en concurrence extrême dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on est en concurrence, pas uniquement avec les gens de notre ville, on est en concurrence avec des gens qui sont en dehors de France, surtout sur les produits, sur les services, on est en concurrence avec la planète entière. C'est pour ça aussi que c'est important de se spécialiser sur un truc où il n'y a pas 150 000 gars, que ce soit un produit ou un service. Donc voilà, ouais, on peut partir de zéro, c'est clair. Là, on a pas mal parlé sur cette première partie de podcast de ta marque de triathlon, 0D. Mais tu as aussi créé une autre marque là, très récemment qui s'appelle Zeta. Déjà, pourquoi avoir lancé cette marque? Alors ça va être une double question, mais je vais me faire engueuler par tout le monde par rapport à ça, parce qu'on m'a dit pose pas de double question, mais là je pose une double question. Donc tu lances récemment Zeta. En fait, est-ce qu'à chaque fois que tu vas te lancer dans un sport, tu vas monter une marque? Je me suis jamais posé cette question, mais c'est fort probable. Donc pour le moment, j'ai pas envie de me lancer dans un autre sport, mais si je me lançais dans un autre sport, ouais, très probablement, je pense qu'il y aurait ce projet-là. Zeta, c'est un peu simple, hein, franchement, c'est un peu la même histoire que 0D. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la salle de CrossFit, je ne sais plus quand c'était, 2013-2014, pareil constat, il y a la communauté, il y a la façon de s'habiller. Et à l'époque, c'était Reebok, ils avaient une position hégémonique dans le CrossFit. Et je me suis dit, ouais, il y a la place pour je ne veux pas du tout me comparer à Reebok, mais il y a de la place pour une petite marque nichée sur un truc. Donc quand je reviens, j'étais au boulot, j'en discute au reste de l'équipe. Je vois que personne n'adhère au projet parce que tout le monde était trop focus triathlon. Mais voilà, moi j'avais quand même ça dans un coin de ma tête. Et puis au gré des années, quand le reste de l'équipe a vu un peu l'ampleur que prenait le CrossFit, et puis il y en a certains qui ont essayé le CrossFit, ouais, là ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai que ça pourrait marcher. Et puis en fait, j'ai commencé à travailler dessus en 2018 et beaucoup en 2019. Et en 2020, il y a eu le Covid, donc en fait, le projet était quasiment prêt à sortir. Et en 2020, avec le Covid, on a mis le projet au placard, focus 0D 300%. Et puis après, fin 2021, 2022 même, par le biais d'un ami, en fait, il me dit, ouais, je t'ai vu porter Zeta et tout à l'entraînement, c'est quoi ce truc et tout. Donc je lui explique tout le projet, en fait, que ça faisait 4 ans que j'avais bossé dessus, et puis il y a eu 18 mois de mise au placard. Et il me dit, ah ouais, non, mais il faut lancer le truc et tout. Et du coup, ça m'a motivé, et on a lancé Zeta, là, ça fait 18 mois. Ça fait même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Ouais, même pas 2 ans. Et alors, ce qui est génial avec Zeta, c'est que moi, quand on lance Zeta, là, pour le coup, j'ai 15 années d'expérience dans l'industrie textile et dans le sportswear. Donc, j'arrive avec un bagage comme ce que je disais dans le sport. C'est que quand je lance 0D, j'avais un petit bagage. Et quand j'arrive sur Zeta, j'ai un bagage énorme. Et en plus, j'ai une société qui a grandi et qui a des moyens financiers que 0D n'avait pas au début. Parce qu'au début de 0D, quand je devais engager une dépense de 2 000 ou 3 000 euros, waouh, c'était des montants énormes pour moi. Maintenant, je signe là des virements de 200 000 euros. Et je ne vais pas dire que ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est un montant, maintenant je suis à l'aise avec. Et c'est ça qui est génial avec Zeta, c'est que comme en plus on a un concept qui est ultra à part, on a pu penser la marque d'une façon complètement différente, et on a cette expérience, on a l'envergure financière, donc on est dans une position de confort. Presque quand je suis allé discuter avec des marques concurrentes de nous, j'ai presque honte
parce que je sais qu'on est dans une position dans laquelle eux ils sont pas, parce qu'ils sont plus dans la position de moi quand je lance 0D. Avec au début de 0D, plein de fois je me suis senti limité dans ce qu'on pouvait faire parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et là avec Zeta c'est plus simple entre guillemets, ça nous permet aussi d'exprimer notre créativité à 300%. Et en même temps, Zeta, c'est aussi un petit laboratoire d'idées ensuite qu'on va essayer de transposer pour 0D. Donc c'est ultra intéressant pour nous. Moi, je trouve ça bien de lancer les premiers projets, de se lancer dans l'entrepreneuriat sans argent. Parce que je pense que si tu en as trop, eh ben, tu fais n'importe quoi. Et que là, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience que tu as, avec toutes les épreuves que tu as traversées, déjà tu as la valeur de l'argent. Et forcément, l'argent que tu vas investir dans Zeta, c'est millimétré, tu sais exactement quoi mettre, comment. Enfin, le retour sur investissement, il sera bien plus important que si tu avais lancé cette marque 10 ans auparavant. Alors là, je suis d'accord à 300% et je pense qu'on peut s'attarder justement sur l'argent, la valeur de l'argent et partir de zéro. Donc quand nous, on a créé la société, moi, j'avais réussi à mettre de l'argent de côté grâce au triathlon. Et on crée la société, donc il y avait mon frère et moi, il y avait notre père qui a mis un petit peu d'argent au capital, il y avait une autre personne, etc. Au début, on était 7. On a apporté 25 000 euros. Et on a emprunté 25 000 euros auprès de la banque. Très important, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, on est caution personnelle sur le prêt de la banque. Au gré des années, parce qu'on avait une forte croissance, on a dû emprunter et rembourser. À un moment donné, moi j'étais caution perso sur 400 000 euros. En plus, je me souviens, parce que j'y vais faire le lien, je mentais il y a des formulaires de santé, et je mentais, je disais pas que j'avais été malade, que j'avais eu un cancer et tout, parce que sinon ça te fait augmenter le prix des assurances. Donc je mentais là-dessus. Mais j'étais caution perso 400 000 euros. C'est-à-dire que si notre société elle se plantait, moi je remboursais la banque toute ma vie. Et ils n'avaient même pas... En vendant tous mes biens perso, il n'y avait pas ce montant-là. Et au gré de 0D, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a dû emprunter entre 700 et 800 000 euros qu'on a remboursés au gré des années. Et quand il y a eu le Covid, il y a eu les prêts garantis par l'État, je ne sais pas si vous vous souvenez, les PGE. Donc c'était de l'argent qui était prêté par les banques, mais avec une caution de l'État, avec des prêts très attractifs. On n'avait pas besoin d'argent, mais je me suis dit, Pierre, sois précautionneux, emprunte tout ce que tu peux. J'ai emprunté 450 000 euros auprès de 2 banques. Je pense à plein de choses. Et on a remboursé là ces PGE, on a tout remboursé. Là aujourd'hui, nous on a 0 dette. Et en plus, on a une trésor, comme je disais, trésor, il peut m'arriver tous les malheurs du monde. Je sais que demain on relance le truc. Un conseil que j'aurais à donner justement aux gens qui se lancent, qui ont un projet de création d'entreprise, il ne faut pas avoir une banque, il faut avoir au moins 2 banques. Parce que au début, nous, on avait une seule banque et en fait, vous êtes trop tributaire de votre conseiller de clientèle. Si vous avez un conseiller de clientèle qui n'est pas un bon, qui n'est pas très réactif, en fait, vous allez être trop tributaire de cette personne et vous allez galérer. Il faut avoir, en fait, c'est pareil, il faut les mettre en concurrence. Vous avez besoin d'argent, vous demandez à l'un, vous demandez à l'autre. Ça ne va pas forcément être le meilleur taux que vous avez sélectionné, mais peut-être la personne qui va réagir le plus rapidement possible. Parce que moi, il y a eu plein de fois quand on était dans les 3-4 premières années, genre on est le 29 du mois, il y a, je sais pas, 500 euros sur le compte, et je sais qu'il y a un gars, notre premier salarié, je dois déjà virer 2000 euros dans 3 jours. J'ai 500 euros sur le compte. Là, je vous prie de me croire, vous savez où vous allez trouver l'argent. Chaque gars qui vous doit de l'argent, vous allez aller chercher. Mais si vous montez un projet, vous avez des business angels, les gars ils mettent 400 000 sur la table, vous dites ah ouais on va prendre lui en sponsoring, on va avoir des dépenses de marketing de malade et tout, c'est cool, hein, ça peut marcher, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la bonne façon de faire, mais nous on a appris avec Frédéric, on sait la valeur de chaque euro, on sait la valeur. Et même aujourd'hui,
même maintenant on a plus d'aisance, on ne fait pas des dépenses somptueuses, on fait attention. Et j'ai pensé à une anecdote qui nous est arrivée et ça va rejoindre un conseil que je donnais d'être vraiment carré et rigoureux. Il y a une année, on avait un distributeur en Allemagne, ça s'arrête avec cette société-là. Et un an après, il y a un nouveau distributeur allemand qui vient nous voir. Ouais, il n'y a plus de distribution en Allemagne, il faut absolument que 0D soit présent en Allemagne, etc. Moi, je veux distribuer votre marque dans mon pays. Donc, il nous passe une première commande. Distributeur, en gros, lui, il va vendre aux magasins de sport en Allemagne et sur des events. Il nous passe une première commande 10 000 euros. Super. Une deuxième commande 20 000 euros. Une troisième commande 30 000 euros. Tout se passe bien, aucun problème. Puis là, il nous passe une grosse commande, 80 000 euros. On lui envoie les marchandises. Et lui, il avait un délai de paiement de 60 jours. On lui envoie 80 000 euros de marchandises. Les 60 jours passent. Ouais, on n'a pas reçu le virement. Pas de réponse à l'email. Le gars, il ne répond plus au téléphone. Aucune nouvelle. Le mec, il faisait le mort. Il nous devait 80 000 euros. 80 000 euros, si nous, on ne les récupère pas, potentiellement, on ferme la boutique. Frédéric et Fabien, qui bossent avec nous, un de mes meilleurs amis, ils ont pris le camion, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés devant chez le distributeur, c'était fermé, ils ont campé pendant 6 heures, le mec il est arrivé, je sais que c'est à la limite de la légalité, hein. Le gars il est arrivé, et Fred lui dit, tu sais pourquoi on est là? Et le gars il dit, ouais, je crois savoir. Donc ils sont rentrés. Frédéric, donc il y a quand même une clause de réserve de propriété. Une clause de réserve de propriété, donc c'est pareil, vous devez avoir des documents de vente qui sont carrés. Une clause de réserve de propriété, ça dit, tant que toi tu m'as pas payé, la marchandise, elle m'appartient à moi, même si la marchandise, elle est chez toi. Donc Fred et Fabien, ils font l'inventaire. Bon, il y a ça et ça. Donc ils récupèrent quand même pour 35 000 euros de marchandises qui étaient en fait encore chez le gars. En fait, le gars, lui, c'était aussi ça qui était triste, c'est que le gars, il était en burn-out. Fred m'a dit, il y avait des courriers, ils avaient 8 mois, le mec, il n'ouvrait plus les courriers. C'était le Bronx, il n'y avait rien de rangé. Et le gars, en fait, il venait et il avait perdu pied complètement. Donc c'était ça aussi qui était triste. Mais malgré ça, nous, on ne peut pas se permettre que lui nous mette par terre, parce que nous, on est 8 personnes. Moi, j'ai des employés. Je ne veux pas que dans un mois ou deux, on ferme parce qu'il y a un gars qui n'a pas été sérieux. Donc, ils ont récupéré entre 35 000 et 40 000 euros de marchandises. Il restait encore quelques dizaines de milliers d'euros. Reconnaissance de dette en nom propre, reconnaissance de dette sur sa société, pour ensuite nous faire valoir auprès d'un tribunal. Et il y avait une situation quasi similaire en Belgique. Donc ensuite, ils sont allés en Belgique, à peu près la même chose, et ils sont revenus en France. Et voilà. Donc maintenant, quand on a des nouveaux clients et qu'il y a des gros montants, en fait, on prend des assurances sur eux pour être sûr qu'ils vont nous payer. Et si eux, ils ne nous payent pas, c'est l'assurance qui payera à sa place. Après, il y a des montants, c'est un petit peu complexe. Mais en gros, si le gars il est assuré qu'à hauteur de 50 000 euros et qu'il a une commande à 80 000, on lui dit désolé, tu es assuré à 50 000, donc c'est 50 000. Et on ne prend pas de risque. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un nous mettre par terre parce qu'eux, ils ne sont pas sérieux. Super intéressant cette anecdote, franchement. Tu as fait un go-fast de ta propre marque. Ouais, c'est ça. Enfin, Fred et Fab. C'est fort. Ok. Bon, je pense qu'on peut attaquer la On va finir avec 10 questions. 10 questions où il faudra que tu répondes avec seulement un mot. Est-ce que tu es prêt? Oui, j'ai pas le choix. Allez, go. Non, commence ça. Est-ce que tout le monde peut être un bon entrepreneur? Ah non. On peut en parler pendant 30 minutes. Non. Je sais que c'est une réponse qui est dure, mais tout le monde n'est... Désolé, allez, on est obligé de déborder. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut avoir une forme de motivation intrinsèque très, 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 très forte. Il faut savoir bien s'entourer. J'aurais voulu parler justement de l'entourage.
on n'a pas le temps, je suis désolé, mais j'aurais aimé parler de ça. Il faut avoir un locus of control interne très 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 fort. Pareil, c'est un thème que je voudrais aborder. Et aussi, désolé de le dire de façon brute, mais il faut bosser dur. Et tout le monde n'a pas envie de travailler les soirs et les week-ends. Donc non, clairement, tout le monde n'en est pas capable. Mais de toute façon, si tout le monde en était capable, tout le monde le ferait. Un seul mot. Deuxième question. Un seul mot. Léon Marchand ou Michael Phelps? Je vais quand même être obligé de dire Léon Marchand. Léon Marchand. Ok. Qui est le ou la plus grande sportive de tous les temps? À ce jour, pour moi, Michael Phelps. À ce jour. Est-ce qu'un jour on pourra éviter 100% de dopage dans le sport? Malheureusement, je pense que non. Je pense que non et les tricheurs ont trop d'avance. Ton plus beau moment de sport au JO 2024? Plus beau moment de sport au JO 2024, je dirais moi la médaille de bronze de Florent Manoudou. Franchement, je pense qu'il a fait kiffer tous les Français. Il a montré une très belle image de lui sur toute sa prépa. C'est un gars, quand je le voyais sur les réseaux sociaux, il respirait la bonne humeur, l'envie de s'entraîner. Et lui, il m'a fait kiffer. En plus, il est beau gosse et tout. Je pense, je retiens cette image de lui. C'est quoi pour toi, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un bon entrepreneur? Il ne peut pas y avoir qu'un seul mot. Je suis obligé de mettre plus de mots. Je pense qu'un bon entrepreneur, ce serait quand même quelqu'un qui arrive à avoir une forme de reproductibilité dans ses réussites. Parce que je pense qu'on réussit jamais par chance. Hein. Mais quand on est capable de reproduire quelque chose qui réussit, là, ça démontre quand même des compétences supérieures. Ok. Tu réponds quoi à quelqu'un qui va aller acheter un article chinois plutôt qu'un article 0D? Je pense qu'il y a des gens, franchement, il y a des gens, malheureusement, c'est juste question de budget et tout. Ils voudraient acheter du 0D, mais ils n'ont pas les moyens et tout. Donc, pour ces gens, il y a le Black Friday en ce moment où il peut y avoir des soldes. Et puis, j'ai envie de dire rendez-vous plus tard, tout simplement. Est-ce que tu as peur de vieillir? Ah ouais, ça c'est pas cool. Hein. Et plus, franchement, c'est pas cool. Pas cool cette question. Bon, tu y as déjà un peu répondu, mais est-ce qu'un triathlète peut manger de la raclette et boire du vin rouge? Oui, même si c'est vrai que très sincèrement, les triathlètes font partie des sportifs les plus focus, tout sport confondu. C'est des gens qui sont extrêmement engagés dans leur pratique sportive et ils ont des off-season qui sont très 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 courtes. Franchement, c'est vraiment des guerriers. Rien à voir avec d'autres sports et sports collectifs. Et pour finir, est-ce que tu as menti pendant ce podcast? Ah non, jamais. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui a simulé exactement ta réponse quand on a fait le questionnaire et elle a fait exactement la même mimique. Elle a dit ah non, jamais. Salut Mathilde. Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Pierre. C'était très intéressant. Malheureusement, le temps, et Dieu sait que tu passes ton temps à regarder ta montre, tu as passé ton temps à regarder ta montre, que ce soit dans ton sport ou même tous les jours dans ton quotidien d'entrepreneur. On aura l'occasion de faire une partie 2 qui sera dédiée un peu plus encore à l'entrepreneuriat et à la marque Zeta, qu'on a survolé. Il
il y aura encore plus d'anecdotes sur l'entrepreneuriat, encore plus de conseils, parce que là tu nous as donné quand même pas mal de conseils. Ouais, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Ouais, beaucoup à dire. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci vraiment pour ce partage, j'ai trouvé ça ultra inspirant. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir bénéficié de la présence de Pierre. Merci beaucoup à l'équipe d'avoir créé ce projet parce que franchement, ça a été du taf là, pendant ces 2 mois. Et il faut se souvenir d'une chose, c'est que tout est toujours qu'une question d'attitude. Et à l'année prochaine. et vous pouvez nous retrouver du coup sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, Deezer. Apple, et non pas Deezer. Non, on n'est pas sur Deezer. Apple et, Deezer. et Amazon. Et Amazon, on est sur Amazon. Peut-être qu'on ira sur Deezer. Peut-être qu'on ira sur Deezer, mais ouais, on n'a pas été très patriote pour ce coup-là. On va se rattraper. Merci à tous.